C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. À la une de l'actualité, équipement de protection pour le personnel de santé en Guinée. C'est un geste du ministère de tutelle pour les encourager dans l'exercice de leur travail. À suivre dans ce journal. Et puis la Guinée est fortement représentée à la 9e conférence des ministres de l'Environnement dans le monde islamique à Jeddah. Plusieurs pays du monde sont mobilisés pour une meilleure coordination dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Bientôt, le Salon international du textile africain, en prélude à l'événement. 50 artisans guinéens sont formés par des experts burkinabés en la matière. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, les structures sanitaires du pays bénéficient d'équipements de protection. Cette dotation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vise à protéger le personnel de santé dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage Kerno Maroufba, Mamadou Djoumaba. Avec l'épidémie d'Ebola et la pandémie de la Covid-19, la Guinée a enregistré un grand nombre de décès au sein du corps médical. Des décès liés au manque d'équipements de protection pour le personnel. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dote le personnel de santé d'uniformes et d'équipements de protection. Nous venons d'ouvrir notre bloc opératoire. Donc nous avons commencé la réalisation de la césarienne, les interventions à la chirurgie. Donc ces équipements de protection nous permettront déjà d'améliorer la qualité de la prise en charge. Moi, depuis que je suis directeur, c'est la première fois qu'on nous réunit pour nous partager des équipements de protection. Rappelez-vous, en 2014, combien de corps médicaux sont décédés pour l'affaire d'Ebola, même la Covid-19. Si l'État fait face par la clairvoyance de notre ministre de la Santé pour mettre à notre disposition des équipements de protection, on ne peut que s'en réjouir et le féliciter. Cette dotation résulte d'un long combat engagé par la Fédération professionnelle de la santé. La matérialisation de cette action du ministère de la Santé fait partie des priorités du département qui vise à améliorer les conditions de travail des médecins, infirmiers et sages-femmes du pays. Qui pense à ta protection, pense à ta survie. Et qui pense à la survie d'un seul agent de santé, pense à la survie de toute une population qui nous fréquente. Pour nous, c'est des blouges, mais ce ne sont pas que des simples blouges. C'est aussi un symbole et un signe de dévouement, d'engagement, mais aussi de responsabilité. Ces équipements mis à la disposition du personnel de la santé sont acheminés dans les établissements hospitaliers du pays. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes dispose désormais d'un plan d'action triennal. Le document a été validé à Conakry par l'ensemble des acteurs impliqués dans la protection des droits humains. Les détails avec Mohamed De Camara. La lutte contre la traite des personnes, un défi à relever pour le gouvernement guinéen et ses partenaires. Pour réussir le pari, la validation d'un plan d'action triennal du Comité national de lutte contre la traite des personnes est lancée. Les acteurs de défense des droits humains venus de la société civile et des départements ministériels identifient des actions réalisables pour mieux parfaire le classement de la Guinée au niveau du secrétariat d'État américain. Un processus que nous avons commencé quasiment depuis 3 mois. Nous avons réuni un certain nombre d'acteurs impliqués dans la lutte contre cette pratique dans notre pays qui ont d'abord fait l'état des lieux. Lors d'un atelier, notre plan d'action qui est en vigueur était arrivé à expiration au mois de décembre 2022. Nous avons estimé qu'il fallait réunir donc les principaux acteurs pour évaluer d'abord la mise en œuvre de ce plan d'action finissant et pour projeter un nouveau plan d'action. Ce document référentiel constitue une boussole qui va orienter le comité en charge de lutter contre la pratique. Des actions précises seront menées sur le terrain et pendant une période de 3 ans. L'Union européenne s'est réjouie de la démarche participative qui a été adoptée pour aboutir à ce nouveau plan d'action en étroite coopération avec 13 ministères clés. Car je ne peux pas souligner cela suffisamment. C'est très important, la coordination interministérielle, en coordination entre plusieurs acteurs. Au cours de l'année 2022, 167 cas ont été signalés par les services de protection sociale. Les officiers de police judiciaire ont relevé que 67 personnes ont fait l'objet d'enquêtes
pour les cas présumés de trafic sexuel et de travail forcé. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement guinéen a ouvert un véritable chantier de réformes qui doivent accroître la capacité d'intervention de l'institution de coordination des actions de lutte contre la traite des personnes. Le mérite des pionniers de la lutte contre la traite des personnes a été reconnu. Des marques de reconnaissance décernées à quelques acteurs majeurs à titre posthume. Je suis très touché et aussi le fait que les deux collègues soient partis. Je remercie le bon Dieu que je sois jusqu'à présent vivante. Je vais léguer tout ce que je connais concernant la traite des personnes. Également, des documents sur la connaissance de la pratique de la traite des êtres humains ont été mis à la disposition du centre de documentation du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables par l'Union européenne. Dans l'actualité encore, des outils indispensables pour les périmètres maraîchers en Haute-Guinée. C'est un geste du ministère de la promotion féminine pour encourager les femmes à dénoncer les actes de violence à Sigeri, Kankan et Mandiana, Djamokaba, pour en savoir plus. Cet appui de l'État a une double ambition, booster le maraîchage et la saponification en milieu rural. Il est destiné aux femmes mentors qui s'engagent à soutenir les victimes des violences basées sur le genre. Les bénéficiaires devront être capables de s'intégrer dans une démarche d'enrichissement mutuel et de partager leurs expériences et leur soutien pour défendre les droits des femmes. Ce don était très attendu à Falia. Il va nous permettre de travailler et économiser. La lutte continue pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Nous sommes ravis, surtout qu'il s'agit des associations, des groupements, quand il s'agit des femmes mentors. Femmes mentors, ça veut dire que c'est des femmes leaders qui peuvent répercuter leurs compétences, leurs connaissances à d'autres personnes. En intégrant ce programme, le ministère de la promotion féminine encourage des femmes leaders à intensifier la lutte contre toute forme de violence à l'égard des filles. Comme avantage, la création d'emplois pour lutter contre la pauvreté. L'UNFPA accompagne la démarche pour développer des opportunités économiques afin d'éviter le mariage précoce. Le mandat de l'UNFPA, c'est de favoriser l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris pour les adolescents et les jeunes, la lutte contre les violences basées sur toutes ses formes, mais aussi lutter contre les besoins non satisfaits en planification familiale. Donc c'est dans ce cadre que l'UNFPA a signé un plan de travail annuel entre le gouvernorat de Kankan et l'UNFPA. La mission de la brave ministre, c'est la promotion, la protection, l'autonomisation des femmes, des filles, des personnes vulnérables et des personnes âgées. Dans la savane guinéenne, 3 localités sont ciblées pour baisser le taux de violence basées sur le genre. Franwalia dans Sigiri, Kondianakoro dans Mandiana et Moribaya dans Kankan. Des zones identifiées par l'inspection régionale de la promotion féminine suite à un besoin exprimé par les communautés. Les VBG prennent aujourd'hui des proportions inquiétantes au préjudice des femmes et filles dans le monde. Pour mettre fin à la pratique, le projet, avec l'appui du gouvernement, a initié à l'AB une campagne de sensibilisation sur les conséquences des violences basées sur le genre et la traite des humains. On fait le point avec Abdoulaye Diallo et Sarafdine Diallo. Les violences basées sur le genre font partie des questions sensibles qui préoccupent le monde. À l'AB comme partout en Guinée, l'heure est à la mobilisation des couches sociales pour une sensibilisation contre toutes les formes de violence basées sur le genre. C'est une initiative enclenchée par l'État guinéen à travers le projet. Les VBG persistent au sein de nos foyers, diffèrent de représentations sociales de certaines pratiques qui ne sont pas considérées comme relevant des violences. Elles résultent des rapports de sexe qui autorisent à l'homme d'avoir des comportements assimilables à des VBG. Dans la commune rurale de Afia, cette rencontre consiste à faciliter l'implication des élus locaux, des leaders communautaires et des couches juvéniles dans le processus de lutte.
Nous demandons aux femmes victimes de violences d'alerter l'autorité. Nous, de notre côté, on va trimballer les bourreaux devant la loi. Nous sommes désormais disposés à dénoncer les cas de viol aux autorités. Nous vous demandons de rendre justice par après. Cette campagne de sensibilisation dans la région de la baie n'est pas fortuite. Selon les enquêtes, les pesanteurs sociaux et culturels seraient des causes fondamentales qui rendent les femmes et les filles plus vulnérables aux violences basées sur le genre. Direction l'Arabie Saoudite où se tient la 9e conférence des ministres de l'environnement. Dans le monde islamique, il s'agit de mobiliser les pays arabes à agir de concert pour un monde climatique juste, un monde qui favorise une meilleure coordination dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. La mission de la Guinée est conduite par la ministre de l'Environnement. Mohamed Alpha Belde est notre envoyé spécial. Dans le monde, environ 69% de la biodiversité est déjà perdue, 40% des terres sont aujourd'hui dégradées. Les catastrophes naturelles, elles, ont causé la perte de 111 milliards de dollars à travers le monde islamique. Conscients de leur rôle dans la lutte contre la dégradation des écosystèmes et le réchauffement climatique, les pays et organismes du monde islamique comme l'ISESCO, Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture, se retrouvent à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est parti pour la 9e conférence des ministres de l'environnement dans le monde islamique. Aujourd'hui, il faut remarquer que nous partageons avec tous ces pays musulmans de grands espaces désertiques et également de grandes forêts. Donc nous mettre ensemble et conjuguer les efforts sera sûrement un atout fort pour protéger l'environnement pour nous maintenant et pour les générations futures. Et ce qui reste clair, c'est qu'il faut mettre en œuvre des stratégies vertes, mais des concepts verts dans le cadre de la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre les pollutions et également la lutte contre la désertification. Ici, les différentes délégations échangent sur des questions comme la stratégie pour des villes intelligentes et durables ou encore l'orientation sur les meilleures pratiques en matière de transformation verte. Cette rencontre des ministres de l'environnement des pays islamiques a aussi permis de faire le point sur les actions en cours dans les différents pays en faveur de la réduction des gaz à effet de serre. En marge des travaux de cette 9e conférence, une quinzaine de prix ont été décernés à des chercheurs, activistes ou encore des villes en raison de leurs recherches ou leur innovation pour l'atteinte des objectifs mondiaux sur le climat. De Guéda, nous nous rendons à Kouroussa pour parler de la fin de mission du ministre des Mines et de la Géologie. Après sa médiation réussie entre la société aurifère Kouroussa Goldmine et les communautés impactées, Moussa Magasuba a rencontré les populations et la notabilité. Il les a invités à maintenir les acquis de son séjour pour une franche collaboration et la cohésion sociale sur le terrain. Saint-Martin, Francina Douno, Kandesila. Avant de quitter Kouroussa, le ministre des Mines et de la Géologie a rencontré les communautés impactées du projet de la société Kouroussa Goldmine. Il renforce sa communication sur la promotion de la paix, surtout sur la culture d'un dialogue franc entre elle et les responsables de KGM. Nous, en tant que jeunes leaders, on s'est mis à la tâche pour calmer, n'est-ce pas, les esprits des uns et des autres. Le message que je peux lancer à l'endroit de la jeunesse de Kouroussa, c'est toujours de garder, n'est-ce pas, leur sang-froid, écouter attentivement, respecter la parole donnée par notre ministre, le ministre des Mines, M. Moussa Magasuba, et surtout que c'est un message émanant du président de la République, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbia. En langue du terroir, Moussa Magasuba a largement expliqué aux parties prenantes la politique générale du président de la République en matière d'amélioration des conditions de vie des Guinéens et de la réglementation du secteur minier. Une volonté traduite par la proximité de son administration des populations. Nous allons être encore plus proches des communautés. La société peut créer un cadre
économique qui permet aux jeunes de se développer, aux jeunes de créer, pourquoi pas, des entreprises à eux. Parce que, avec la présence de la mine, vous avez des gens qui ont un pouvoir d'achat qui sont là, et on pense que ça va faire croître l'économie de Kouroussa. La dernière étape de cette série de concertations du ministre des Mines a été le siège de la notabilité. Ici, le doyen des sages, au nom de ses pairs, apprécie les approches et les efforts du ministre Moussa Magasuba dans la médiation entre la société KGM et les populations impactées d'une part et d'autre part avec les autorités administratives et locales de Kouroussa et de Kankan. Dans son approche participative, l'émissaire du chef de l'État a également rencontré quelques couches socio-professionnelles et structures de développement de Kouroussa. Il invite les jeunes, les femmes et les hommes à entreprendre tout en montant les projets d'appui communautaire. Des projets qui devraient être soumis à la société KGM pour financement ou appui matériel et institutionnel, comme l'ont demandé les responsables de cette société partenaire. Nous poursuivons cette édition. Des engins roulants pour les cadres du service vétérinaire. 360 motos sont remises aux agents déconcentrés. Cette action du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage facilitera leur mobilité à l'intérieur du pays. Alpha Isiagaba, compte rendu. Au nombre de 360, ces motos sont destinées au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, principalement la Direction nationale des services vétérinaires. Ces engins roulants sont destinés aux agents postés à l'intérieur du pays. Le geste est du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars. L'acquisition de ces 360 motos vient ainsi renforcer la mobilité des gens dans la lutte contre les maladies animales, notamment la grippe aviaire. Nous poursuivons cette édition. L'autonomisation et la scolarisation des femmes et filles sont deux sujets qui préoccupent la Banque mondiale à travers son projet SWED. La lutte s'intensifie contre les violences basées sur le genre. D'ailleurs, Farana abrite une nouvelle campagne de sensibilisation pour encourager l'éducation de la jeune fille. Les leaders religieux sont associés à la lutte. Diamokaba. Plus jamais aucune fille ne va abandonner l'école à Farana. Au-delà du slogan, le temps est donné et les moyens sont créés. Des fournitures scolaires sont distribuées pour encourager l'éducation de la jeune fille. La nouvelle dynamique veut aller plus vite pour transformer les jeunes filles en atout pour le développement. Ça concerne toutes les jeunes filles en fait de la région de Farana, Kankan et Labé. Alors on a pris un échantillon aujourd'hui pour une école en guise de test. Il y a d'autres interventions aussi qui vont suivre, pas seulement les kits, il y aurait des soins, des kits qu'on va donner. Il y a aussi des bicyclettes pour faciliter le déplacement des jeunes filles. Le conseil que je peux lancer à mes amis, les jeunes filles doivent étudier beaucoup, de prendre les sérieux. Le rendez-vous de Sankara vise à tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans cette couche vulnérable. Les techniques de plaidoyer impliquent des leaders religieux et communicateurs traditionnels. Leur engagement commun, le maintien des filles à l'école et l'autonomisation des femmes à travers des arguments coraniques et bibliques pour assurer l'autonomisation sociale et économique de cette couche vulnérable.
Nous avons constaté dans nos écoles, au niveau de l'école primaire, nous voyons beaucoup de filles qui commencent à étudier. Arrivées au collège, elles commencent à régresser. Et au lycée, on ne se retrouve qu'avec des garçons au lycée. Qu'est-ce qui fait que ces filles abandonnent? Donc c'est pour combattre ces phénomènes qui empêchent les filles d'étudier que nous sommes là pour que les leaders religieux, que les communicateurs traditionnels, qui sont des influenceurs dans nos communautés, nous aident à atteindre nos objectifs. Au retour, ce serait une obligation et même forcée. Parce que dans le livre de Romains, il est dit « Nous ne pouvons pas avancer tant que nous n'avons pas reçu ». Le fait que nous venons de bénéficier, de recevoir ce riche enseignement, nous, les leaders religieux, nous sommes confrontés à la réalité, à la vulgarisation. Ce projet régional est une priorité du gouvernement qui participe à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. La dynamique est impulsée par la Banque mondiale, engagée à accélérer la maîtrise de la croissance démographique. C'était donc un reportage de Djamon Kaba et de Moussa Bangoura. Dans le même registre, à Tayaki, bientôt une école primaire. C'est le nouvel engagement de l'ONG Djarama. Cette école primaire comportera 6 salles de classe et des logements pour enseignants. L'initiative est appréciée par les riverains de cette localité enclavée. Younoussa Tawel Kamara. Voici le chemin qu'il faut parcourir pour se rendre au village de Tayaki et de Mengbe, entièrement enclavé. C'est à quelques encablures du lac de Somfonia, en haute banlieue de Conakry. Un endroit qui attire les visiteurs avec des plages au sable fin. Ici, la pêche et l'extraction du sel constituent les activités principales des citoyens. Pour encourager la scolarisation des enfants de ces villages, l'ONG Djarama s'engage à construire une école élémentaire de 6 classes avec des bureaux et un logement pour les enseignants. Nous sommes à Mingbe ici. Vu qu'à Mingbe, il y avait assez d'enfants non scolarisés, on a pensé de les aider. Et vu que le nombre d'enfants augmentait toujours, voulu maintenant faire une extension de l'école primaire au nombre de 6 classes. Les enseignants qui enseignent ici à Mingbe et à Tayaki sont pris en charge par l'ONG Djarama. On les paye même pendant les vacances et puis les soins sont soignés par l'ONG. Avec l'avancée de l'eau qui risque d'inonder Tayaki et Mengbe, les ingénieurs en charge de la construction de cette infrastructure scolaire s'évertuent à faire du béton solide qui peut résister aux intempéries. Ils sont à pied d'œuvre pour achever les travaux afin de permettre aux élèves de poursuivre les cours. La construction de cette école est un soulagement pour nous les mères de famille. Désormais, nos enfants vont fréquenter l'école sans parcourir une longue distance. Nous, les citoyens de Mengbe, nous venons parfois accompagner les travailleurs. Mais toutes les charges sont assurées par cette ONG. Et après les travaux, les sages du village vont veiller sur cette école. En plus de cette école élémentaire de Mengbe, cette ONG a aussi construit une mosquée pour les fidèles musulmans. Une maison de Dieu pour permettre aux habitants d'accomplir leurs devoirs religieux. Et puis, lancement à Conakry du projet Wakili. Ce programme contribuera à la participation de la femme aux instances de prise de décision à travers des séances de renforcement de capacités qui seront organisées en Moyenne et en Haute-Guinée. L'initiative est soutenue par l'USAID, Mariama Diallo, Ousmane Ba. Mis en œuvre par CRS et ses partenaires, le projet Wakili Femmes et Engagement entend jouer sa partition dans la promotion de la paix et d'une justice équitable en Guinée. Il se veut également un cadre d'appropriation des techniques d'autonomisation des femmes et des jeunes et leur implication dans les instances de prise de décision. Ce projet financé par USAID illustre l'engagement des États-Unis à soutenir les femmes dans leur vision pour l'autonomisation. Le gouvernement des États-Unis joue un rôle actif auprès du gouvernement guinéen et du peuple guinéen pour relever les défis auxquels les femmes et les jeunes sont confrontés. Et ce qui concerne leur inclusion et leur engagement,
financé par le gouvernement américain à travers USAID à hauteur de 3,5 millions de dollars pour 4 ans. Le projet Wakili Femmes et Engagement vise à appuyer les efforts des autorités guinéennes en matière de bonne gouvernance et de respect des droits humains pour une paix durable avec la participation des jeunes et des femmes. Le gouvernement, à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, s'engage pour la bonne marche du projet et présente les axes stratégiques susceptibles d'impulser sa mise en œuvre efficiente. C'est le lieu de réitérer les remerciements du gouvernement aux amis et partenaires de la Guinée, notamment le peuple américain, à travers l'USAID, pour avoir financé ce projet. Je félicite et remercie surtout CRS et ses partenaires pour leur constant et riche apport au gouvernement dans son noble et difficile combat de permettre aux femmes d'avoir accès à plus de responsabilités en jouant un rôle de première place dans la société. Le projet Wakili souhaite transformer le regard de la femme sur elle-même et celui de la société. Ce, en s'attaquant, selon ses acteurs, aux préjugés et aux stéréotypes dont les femmes sont souvent victimes. Et pendant ce temps, formation des formateurs et agents communautaires sur l'utilisation de l'application Afia Data, une initiative de la FAO pour accompagner le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'objectif est de renforcer le rapportage des événements zoosanitaires en Guinée. Sonna Sagno. Dans la perspective d'améliorer la notification des maladies animales et l'alerte précoce, la FAO, en collaboration avec la fondation tanzanienne SACID, organise une formation des formateurs et des agents communautaires sur l'application Afia Data. Objectif, renforcer le rapportage en temps réel des événements zoosanitaires en Guinée. La FAO s'engage aujourd'hui, avec l'appui financier de l'USAID, d'accompagner les services vétérinaires à conduire une phase pilote de l'utilisation de l'application Afia Data. Les informations transmises par les AC à travers leur téléphone mobile, directement reçues par les chefs de poste respectifs et visualisées sur un ordinateur par toutes les autorités vétérinaires pour une prise de décision et des réponses rapides. The tool Afia Data we developed. Nous avons fait partie des développeurs de cette application, qui est une application unique et mise au point particulièrement par les Africains pour sauver l'Afrique. C'est un outil très important en matière de surveillance, aussi bien pour la santé des hommes que pour les animaux. L'application Afia Data est conçue par des chercheurs tanzaniens. Cet outil va permettre de collecter des données géoréférencées en ligne ou hors ligne, des données qui peuvent être disponibles sur place avec Internet. Mon point de vue, le premier est une réjouissance du ministère de l'Agriculture, qui est cette formation à l'utilisation de l'outil Afia Data, qui nous permet de remonter toutes les situations animales, notamment zoonotiques, qui se produisent sur le terrain, de sorte que l'autorité ait les informations à temps réel et lui permettre de prendre des décisions réfléchies, des décisions adaptées à la réalité du terrain. L'outil Afia va nous permettre de recueillir des données et informer en temps. Et je profite de l'occasion pour remercier le service vétérinaire d'avoir donné cette formation. Ce projet de formation des formateurs et agents communautaires découle de la volonté de la FAO d'appuyer le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail 2023 du projet de sécurité sanitaire mondiale GHS Afrique. L'Agence américaine pour le développement international finance le projet. Je vous le disais donc au sommaire, du 6 au 11 novembre prochain se tiendra le Salon international du textile africain à Conakry. Un prélude à l'événement, les artisans guinéens bénéficient d'une formation en tissage et en teinture. L'expertise burkinabé a été sollicitée pour améliorer la qualité de nos produits. On fait le point avec Ousmane Ba.
Les préparatifs pour une brillante participation au Salon international du textile africain, CITA, vont bon train. Une cinquantaine d'artisans venus des 4 coins de la Guinée bénéficient d'une formation en tissage et en teinture. Une initiative des autorités pour valoriser le textile guinéen. C'est une expertise burkinabé dans le cadre d'un échange d'expériences pour une véritable intégration sous-régionale. Pour notre pays, il sera une belle occasion dans sa 9e édition de vendre son textile car son organisation réunit les décideurs, les acteurs de la chaîne du textile, les coton-cutteurs, les stylistes et les modélistes en provenance de l'Afrique et d'ailleurs. Il constitue également un cadre idéal pour nouer des contacts et réfléchir sur les difficultés auxquelles est confrontée la filière textile en Afrique dans le but d'y apporter des solutions. Cette expertise burkinabé est une occasion pour les artisans guinéens de produire des articles de qualité capables de résister à la concurrence accrue du moment. Nous veillons à ce que nous-mêmes, les textiles que nous allons démontrer durant ce salon soient de la qualité. C'est toute la Guinée qui est représentée dans ce collectif de 50 personnes. Donc c'est pour les outiller à d'autres techniques. Ils sont déjà habitués aux techniques guinéennes, mais on veut maintenant les outiller aux techniques burkinabées. Parce que plus vous êtes outillés, plus vous produisez des modèles plus variés. Nous sommes là pour que les femmes sachent que le coton que nous cultivons ici, nous allons prendre ça, faire les habits pour nous-mêmes, au lieu d'exporter chaque fois. Ce que nous connaissons, peut-être qu'eux, ne connaissent pas. Et ce qu'eux aussi, ils connaissent, ça va nous apporter quelque chose. Voilà pourquoi. Tout à fait. Donc nous sommes là pour échanger entre nous. Cette formation est une action parmi d'autres pour donner une couleur particulière à la 9e édition du CITA prévue du 6 au 11 novembre prochain. Un rendez-vous qui permettra de promouvoir le contenu local et générer des revenus. À présent, le condensé de l'actualité internationale, et c'est avec Aboubacar Junior Camara. En République démocratique du Congo, la police disperse une manifestation de rue au nord Kivu à Goma. Une manifestation organisée par des mouvements citoyens. Ils estiment que les forces de l'organisation sous-régionale sont inefficaces face aux groupes armés dans ces territoires. Le Kenya mise sous le crédit carbone pour sa croissance économique. Malgré les menaces du changement climatique, ce pays compte sur ses plans qui contiennent du carbone. Plus de 200 000 hectares sont concernés. Les multinationales sont intéressées. Les crédits de carbone ont déjà financé les secteurs stratégiques comme l'éducation et l'agriculture. Il n'est pas sûr que l'aide humanitaire puisse entrer dès vendredi dans la bande de Gaza, a déclaré jeudi 19 octobre le patron de